Bonjour à tous, merci d'être avec nous pour un nouveau journal international. À la une, l'Ukraine reconnaît la perte de 9000 de ses soldats depuis le début de l'invasion russe. Un conflit qui entrera dans son 6e mois demain, jour anniversaire de l'indépendance du pays. Punie pour avoir tweeté, Salma Al-Shehab, saoudienne et doctorante en médecine dentaire, a été condamnée à 34 ans de prison le 9 août. Elle avait partagé des messages en faveur des droits des femmes. L'ONU demande à Riyad sa libération. La France n'avait pas connu telle performance depuis 28 ans. La nageuse normande Marion Joffle a battu dimanche le record de la traversée de la Manche à la nage. Une traversée pour une noble cause, vous verrez. Reportage à la fin de ce journal. Mais d'abord, direction le Brésil, où le cœur du premier empereur de l'ancienne colonie portugaise est arrivé lundi à Brasilia, dans le cadre des commémorations du bicentenaire de l'indépendance du pays. Conservée dans du formol à Porto, au Portugal, depuis 187 ans, la relique est aussi un bel instrument de propagande dans ces temps de campagne pour la présidentielle. Anthony Fouchard. C'est une visite d'État pas tout à fait comme les autres. Un avion militaire spécialement affrété et escorté par 2 chasseurs se pose sur le tarmac de Brasilia. À son bord, non pas une personne mais une relique vieille de près de 200 ans, le cœur du père fondateur de l'Empire du Brésil. Nous recevons solennellement le cœur qui, il y a 2 siècles, reposait dans la poitrine d'un prince intrépide. Nous vénérons celui qui a tant aimé le Brésil comme notre plus grand trésor. Dom Pedro est né à Lisbonne, au Portugal, en 1798. Peu après sa naissance, les troupes napoléoniennes envahissent son pays. La famille royale trouve alors refuge au Brésil, une colonie portugaise. En 1822, Dom Pedro a 24 ans lorsqu'il proclame l'indépendance du Brésil. Depuis, de Brasilia à Porto, l'empereur Pedro Ier est devenu un héros national, surnommé Libertador, le libérateur. Le retour du cœur du premier empereur est très important pour le Brésil, mais aussi pour le Portugal, parce que Dom Pedro a été un personnage majeur dans l'affirmation de la liberté du Portugal et de Porto, que je représente ici, parce qu'il nous a, nous aussi, libérés du joug que nous subissions. Son cœur embaumé est conservé depuis près de 2 siècles au Portugal, dans un coffrage de verre et une urne en or massif. Ce mardi, c'est Jair Bolsonaro en personne qui va lui rendre les honneurs militaires alors que la campagne présidentielle débute. Ce n'est pas la première fois que le souvenir de Dom Pedro est ainsi convoqué à des fins politiques. En 1972 déjà, la dictature de l'époque qui célébrait les 150 ans de l'indépendance avait elle aussi fait revenir des restes embaumés de l'empereur. Je vous le disais en titre, les Ukrainiens fêteront les 31 ans de leur indépendance demain, une date qui marque aussi les 6 mois de la guerre en Ukraine. Le point sur la situation au front avec Juliette Prigent. Complètement détruit. Près de Mykolaïv, l'un des points où se concentrent les bombardements en Ukraine, les soldats patrouillent dans ce village, désormais méconnaissable et symptomatique de la guerre. Maintenant, nous nous tenons dans des positions où les Russes étaient. Nous les avons repoussés, mais ils tentent maintenant de percer. La ligne de front n'est pas loin. Après des mois, le conflit s'est enlisé, faisant place à une guerre de tranchées. Le moral est plus élevé qu'au premier jour de la guerre, quand on perdait sans cesse du terrain et que tout le monde s'attendait à ce que ça s'effondre le lendemain. Mais il était élevé quand tout le monde s'attendait à ce que les forces russes s'effondrent le jour suivant. Maintenant, on est quelque part au milieu. Une situation exceptionnelle qui s'est transformée en routine pour ces soldats. C'est difficile pour les militaires, mais si vous ne travaillez pas avec les gens, si vous ne donnez pas de temps de repos, si vous ne fournissez pas de soutien moral, alors une personne peut être épuisée en un mois. Mercredi, cela fera 6 mois que la guerre a débuté. Ce sera également le jour de la fête de l'indépendance de l'Ukraine. Les soldats redoutent alors un regain des combats de la part des Russes. Des images du port de Beyrouth à présent. Elles nous sont parvenues dans la matinée. Regardez, la totalité de la partie nord des silos à grains endommagés par l'explosion dévastatrice au port de Beyrouth en 2020 s'effondrent. Les 8 tours concernées étaient la dernière partie restante du bloc nord de la structure qui a subi le plus de dégâts lors de l'explosion. Pour le moment, le bloc sud reste stable.
La Chine suffoque. Depuis plusieurs jours, les températures dépassent les 40 degrés dans certaines provinces. Pour remédier à la sécheresse, les autorités tentent de déclencher des pluies artificielles. Elsa Assalit nous en dit plus. Des tirs de projectiles chimiques pour créer une pluie artificielle. En Chine, le gouvernement a investi des millions de dollars dans ce système d'ensemencement des nuages pour tenter d'arroser les terres agricoles. Car le pays connaît une sécheresse sans précédent. Sur ces images, le Poyang, le plus grand lac d'eau douce de Chine, a perdu les 3/4 de sa surface sous l'effet des températures extrêmes. Jusqu'à 45 degrés par endroit cet été. Le fleuve Yangtze est lui aussi touché. Son niveau atteint près de cette statue du Bouddha géant, un niveau historiquement bas. Dans le passé, en cette saison, le niveau de l'eau était supérieur à 3 mètres. Je travaille depuis plus de 10 ans ici. Je n'ai jamais vu ça. En fin de semaine dernière, la Chine a déclenché sa première alerte nationale à la sécheresse de l'année, alors que le pays connaît lui aussi de violents incendies. La Côte d'Ivoire, elle, fait face aux inondations liées à la saison des pluies. À Abidjan, une vingtaine de personnes sont mortes en juin et juillet dernier après d'intenses précipitations. Le service météorologique du pays a pris un certain nombre de mesures. C'est un reportage signé Christelle Pire. Au service prévision de la Sodexam, les agents gardent les yeux rivés sur les cartes météo et les informations transmises par les pluviomètres. Sur la ville d'Abidjan, les quantités de pluie tombées en temps réel. Ça nous permet, nous, de pouvoir alerter les populations. Ainsi que la protection civile pour organiser les secours. Le service météorologie fait aussi des bulletins sur 5 jours, mais manque aujourd'hui de précision. Aujourd'hui, nous sommes vraiment en deçà du seuil de standards internationaux. Alors la Sodexam noue des partenariats avec l'Agence française de développement, par exemple, pour renforcer la formation des agents et leur équipement. Mais aussi avec cette start-up HD Rain qui prévoit la pluie grâce aux paraboles de télévision. Voilà quand c'est pas pointé, voilà quand c'est pointé. Et en gros, ce qui se passe quand il pleut, il se passe ça. De quoi prévoir la pluie sur les 2 prochaines heures, avec un système bien moins cher que les satellites météorologiques. Quand le nuage passe avec de la pluie, quand la cellule de pluie passe, pour être plus précis, elle passe devant cette onde, elle passe devant, donc la lumière elle est diffractée, ce qui fait qu'on a une perte de signal. Et donc nous on analyse cette perte de signal pour dire où est-ce qu'il pleut, combien il pleut et quand est-ce que la pluie va arriver. Tout ça via des algorithmes et de l'intelligence artificielle. Cette saison des pluies de 2022 est déjà exceptionnelle en Côte d'Ivoire. Entre avril et juin, sur la moitié sud du pays, il a plu 33% de plus par rapport à la moyenne des 30 dernières années. Le Mali a un nouveau Premier ministre par intérim pour remplacer Choguel Maïga, hospitalisé après un malaise cardiaque ou un AVC, selon les sources. Le président Assimi Goïta, chef de la junte au pouvoir, a nommé le colonel Abdoulaye Maïga. Il était jusque-là ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation et porte-parole du gouvernement. L'opposition dénonce une militarisation du pouvoir. Le Mali, où il y a une semaine, les derniers militaires français encore en poste quittaient définitivement la base de Gao, un départ qui a mis fin à l'opération Barkhane dans le pays après 9 ans d'intervention. TV5 Monde a pu suivre les dernières heures de la base, du démontage des infrastructures jusqu'au départ des derniers soldats. Une série de 4 reportages signés Fanny Noiro-Cabré que nous vous proposons cette semaine. Et pour ce premier épisode, elle s'est rendue sur la base militaire, une base désormais quasiment vide. C'était un engagement du président Emmanuel Macron, quitter la base de Gao avant la fin de l'été, la dernière emprise française au Mali, la plus grande en Afrique en termes d'effectifs. Depuis 6 mois, les équipes logistiques travaillent d'arrache-pied chaque jour pour charger les conteneurs de matériel qui doivent quitter la base. Un défi logistique pour le sergent Ambre et son équipe. Les journées sont longues et il n'y a surtout pas le même rythme en fait. Un jour on peut commencer à 5 heures, un jour on peut commencer à 8 heures. Tout dépend des manifestes qu'on reçoit et des chargements qu'on nous demande de charger en fait. Dans quelques heures, ces camions prendront la route en direction du Niger. L'ultime convoi logistique a quitté la base de Gao. Au total, près de 5000 containers auront été sortis. C'est un travail accompli surtout, et ça y est, on en voit le bout. Et c'est satisfaisant parce que
C'est un travail où on voit vraiment les choses bouger. C'est pas quelque chose de redondant qui font tout le temps. C'est vraiment... On voit les choses avancer. Outre les containers, il faut aussi charger les véhicules logistiques sur les semi-remorques, solidement fixés pour affronter les 440 km de route jusqu'à Niamey. Si on est prêt, on charge. C'est pour moi. Ça ne peut pas toucher. Bien sûr, ça ne peut pas toucher. Ça touche, tu payes. Hein? Ah, voilà. La France va me payer. Ok. C'est le dernier convoi. C'est le dernier convoi et c'est fini. C'est la fin. Depuis que les Barkhane est arrivé au Mali, nous on travaille avec les Barkhane. On travaille bien avec les Barkhane. Ça, il n'y a pas de souci. Après 6 mois de démontage, la base a bien changé pour ceux qui l'ont connue. La majorité des installations a été démontée et renvoyée. La place d'armes est désormais déserte, tout comme le dépôt de munitions. Par endroits, il ne reste plus que les bastion walls, ces fortifications qui protègent contre les tirs d'armes ou le souffle des explosions. Ici, tout autour de nous, là on est sur des abris principaux de la PFOD, où il y avait les tranches de vie. Il y avait des compagnies entières qui pouvaient vivre. Et au loin, pareil, on voit également les tranches de vie, où il y avait notamment les abris en tente, voilà, qui ont été démontés. Donc tout ça va bientôt être cédé. Et les bâtiments durs qu'on voit notamment autour de nous, c'est beaucoup de blocs sanitaires, des anciennes laveries, voilà, des choses qui sont fonctionnelles pour que puissent les FAMA vivre et prendre les lieux en toute sérénité, entre guillemets. La base de Gao était une plateforme majeure de la force Barkhane au Mali, la plus proche de la zone des 3 frontières où se sont focalisées les dernières opérations militaires. Près de 3000 soldats vivaient ici. Avant c'était une fourmilière, hein, c'était vraiment une machine à laver, c'était 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 avec du bruit, les hommes qui se préparent pour le combat, la préparation des convois essentiellement. Et voilà, là aujourd'hui il reste à peu près 300 personnes. 300 personnes qui, dans moins de 72 heures, quitteront officiellement Gao après 9 ans de présence militaire au Mali. Jamais une peine aussi longue n'avait été infligée à une défenseuse des droits des femmes en Arabie Saoudite. Le 9 août, Salma Al-Shehab, 34 ans, était condamnée à 34 ans de prison, suivie d'une peine d'interdiction de sortie du territoire, et ce, pour avoir osé soutenir les femmes dans le royaume. Anthony Fouchard nous raconte. La sentence exceptionnelle a fait réagir presque partout dans le monde. Salma Al-Shehab, filmée ici en 2014 dans un forum culturel de Riyad, a écopé à plus de 3 décennies de prison pour des messages postés sur le réseau social Twitter dans lesquels elle défendait les droits de l'homme. Son compte a depuis été supprimé. Parmi les réactions internationales, les États-Unis qui demandent sa libération. Exercer sa liberté d'expression et défendre les droits des femmes ne devrait pas être criminalisé. Cela ne devrait jamais être criminalisé. Nous défendrons ce droit fondamental en Arabie Saoudite comme partout dans le monde. Ce n'est pas la première fois que le régime dirigé d'une main de fer par Mohammed Ben Salman s'en prend à des activistes spécifiquement via le réseau Twitter. 5% de cette société américaine sont en effet détenus par un investisseur saoudien très proche du régime. Initialement condamné à 6 ans de prison en première instance, Salma Al-Shehab, jeune doctorante en médecine, a écopé d'une peine 6 fois plus longue en appel. Cette peine extraordinairement longue vient renforcer l'effet dissuasif qui pèse sur les détracteurs du gouvernement et la société civile dans son ensemble. C'est un autre exemple de l'utilisation par les autorités saoudiennes des lois antiterroristes et anti-cybercriminalité du pays pour cibler, intimider et exercer des représailles contre les défenseurs des droits de l'homme. Après l'affaire Jamal Khashoggi, journaliste assassiné dans l'enceinte du consulat d'Arabie Saoudite en Turquie, Mohammed Ben Salman a travaillé à restaurer sa crédibilité sur la scène internationale. Reçu ces dernières semaines tour à tour par le président Erdogan, Joe Biden et Emmanuel Macron, le prince héritier promet d'augmenter la production pétrolière de son pays en échange d'une amnistie diplomatique.
La première ministre finlandaise ne se drogue pas. La nouvelle peut vous surprendre, mais elle est officielle. Sanna Marin a effectué lundi un test d'urine complet pour dissiper tout soupçon, dit-elle. La diffusion la semaine dernière d'une vidéo la montrant faisant la fête avec des amis et des célébrités avait créé la polémique. Certains l'accusant de consommer des stupéfiants. La jeune chef du gouvernement de 36 ans a tout de même admis avoir bu de l'alcool. 10 millions de dollars, rien que ça. C'est la rançon exigée par les hackers de l'hôpital de Corbeil-Essonnes. L'établissement situé en région parisienne a été visé par une cyberattaque ce week-end. Ce n'est pas le premier à être victime des pirates informatiques. Les explications de Claire Vérove. Des pirates à l'assaut des hôpitaux. Ces attaques sont-elles de plus en plus fréquentes ? 380 l'an dernier, en hausse de 70% par rapport à 2020. 5 d'entre elles ont mis en danger la vie des patients. Ces attaques peuvent paralyser le système informatique de tout un hôpital, comme à Villefranche-sur-Saône l'an dernier. 3000 ordinateurs à l'arrêt. Maintenant, on est repassé au papier pur. Donc vous avez les noms qui sont inscrits des patients. L'an dernier, l'hôpital de Dax a lui aussi perdu toutes les données des patients. Le système informatique doit être entièrement refondé. Coût total en un an, 2 356 000 €. Des hackers déterminés. Par un lien frauduleux sur lequel vous cliquez, un virus paralyse le système informatique. Une rançon est réclamée par des bandes de hackers très organisées. C'est tout à fait professionnel. L'argent du piratage aujourd'hui, il a dépassé l'argent de la drogue. Donc vous voulez voir les enjeux qu'il peut y avoir derrière. Et donc on a des cybergangs qui vont récupérer de l'information, qui vont la mettre à disposition, qui vont la vendre à d'autres, qui eux-mêmes vont la réutiliser et la revendre à d'autres, et ainsi de suite. Un dossier médical se vend jusqu'à 300 € sur le marché noir, bien plus que des coordonnées bancaires. Une sécurité défaillante. Les hôpitaux doivent consacrer 5 à 10% de leur budget informatique dans la cybersécurité. Ils sont encore loin du compte, selon cet expert. Dans les très gros hôpitaux français, il n'y a qu'un responsable sécurité, il n'y a qu'un expert en charge de ça, parfois pour des hôpitaux de 14 000 salariés. Donc effectivement, on a des hôpitaux qui sont hyper numérisé maintenant, tout est numérisé partout, et un déficit de qualité des matériels, des logiciels, des réseaux, etc. L'État prévoit une enveloppe de 375 millions d'euros, soit 300 000 € en moyenne par hôpital. Selon certains spécialistes, il en faudrait des millions. Une belle histoire pour finir et une performance exceptionnelle. La nageuse Marion Joffre a battu dimanche le record de France de la traversée de la Manche. Atteinte d'un cancer quand elle était petite, la jeune Normande s'est lancée ce défi afin de récolter des fonds pour l'Institut Curie, qui lutte contre les cancers pédiatriques. Guillemette Allard. Exténuée, frigorifiée. C'est bon Marion, tu peux lever les bras là. Peinant même à se relever, Marion Joffre en termine avec sa traversée sur une plage proche de Calais. Après 9h22 d'effort, à seulement 23 ans, la Normande devient la Française la plus rapide de l'histoire à relier à la nage l'Angleterre et la France. Le record, c'était pour moi facultatif et c'était même pas quelque chose que je visais. Donc là, de me dire que j'étais capable de nager 20 minutes de moins, c'est énorme quoi. Mais 9h22, j'en reviens toujours pas. Et Marion, allez. Il est 7h ce dimanche, lorsque Marion Joffre s'élance de Douvres en Angleterre pour cette traversée de la Manche. 34 km à parcourir, en se jouant des cargos, des méduses et surtout des courants, sous le regard admiratif de son équipe. Franchement, elle m'a impressionné, elle a vraiment un gros mental. Le mental, c'est la grande force de Marion Joffre. Depuis quelques années, elle est devenue l'une des plus grandes spécialistes de la nage en eau glacée. Des défis givrés que cette ancienne malade du cancer relève afin de récolter des fonds pour les enfants hospitalisés. 9h22 de souffrance pour un nouveau défi relevé et un record de France inattendu à la clé. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain.